Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de presse. Avec moi sur le plateau, Jean-Marie Vianney Bendégué, inspecteur général du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Bonsoir, monsieur l'inspecteur général et bienvenue à cette édition de Scène de presse. Bonsoir, madame Bendégué. Merci de votre invitation. Et à ma gauche, autant pour moi, un collègue qui nous vient de la radio, Constance Zé, journaliste au poste national de la CRTV. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir monsieur l'inspecteur général. Bonsoir. Touche pas à ma terre, ainsi pourraient se résumer les clameurs qui viennent de certaines localités du pays. La vallée d'Untem et la Sanaga-Maritime autour du massif forestier des Baux ont pour ainsi dire mené la cadence ces derniers temps. Ce soir, c'est au tour du ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières de battre la mesure sur le plateau de Scène de presse. Covid-19, quelle prescription pour les sportifs envoyés au vestiaire depuis le 17 mars, date de la signature d'une décision du Premier ministre interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. Les sportifs, en l'occurrence les footballeurs, reprennent du service le 26 septembre prochain. Quelle stratégie technique et psychologique pour la reprise? Réponse dans la deuxième partie de votre émission. Mais avant, parlons donc de ces problèmes fonciers qui font couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Monsieur l'inspecteur général, je voudrais que nous commencions cette émission par une définition des concepts pour qu'on puisse entendre dès l'entame de cette édition de Scène de presse. Alors, lorsqu'on dit généralement que des terres appartiennent à l'État, cela veut dire quoi concrètement? Est-ce que cela veut dire que un démembrement de l'État, je ne sais pas, il peut s'agir du ministère, de votre département ministériel ou d'un autre, ou alors de l'administration territoriale peut débarquer dans un village et décider que une portion de ce village lui appartient désormais parce qu'il entend mener une activité dessus. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est effectivement une question fondamentale qui appelle des clarifications. Il faut dire que les statuts de terrain au Cameroun relèvent de trois principales catégories. Vous avez les terrains du domaine public, un statut d'appropriation privée. Vous avez les terrains des domaines privés de l'État, domaine privé des autres personnes voir le droit public, domaine privé des particuliers. Et vous avez donc à l'intersection du domaine public et des domaines privés, le domaine national, qui n'est ni dans l'une ni dans l'autre catégorie. Et ce domaine national est effectivement au centre de plusieurs prétentions, celles des collectivités coutumières, celles de l'État, celles des autres personnes morales privées, celles des investisseurs, celles des particuliers. Alors, lorsqu'on dit que l'État est le propriétaire de toutes les terres, en fait, ce que la loi dit, c'est que l'État est le gardien de toutes les terres. Mais la loi ajoute que c'est un domaine national qui n'est donc pas immatriculé, c'est l'État qui en est l'administrateur à des fins d'un usage, d'une affectation rationnelle. Est-ce que cela veut dire, je reprécise ma question, est-ce que cela veut pour autant dire que l'État peut décider, par exemple, de venir dans mon village, dans le fin fond du Sud, et décider que désormais cette portion de terre n'appartient plus à mes parents, à mes grands-parents, parce que l'État entend y construire quelque chose ou entend concéder cette portion de terre à un opérateur? Ça veut simplement dire qu'en fonction des catégories définies, l'État doit assurer la protection. D'abord du domaine public. Les fleuves, les routes, tous les espaces destinés au public ou au domaine public, l'État doit protéger ces espaces-là. Cela veut dire aussi que l'État doit protéger la propriété privée. Si vous avez votre titre foncier, l'État doit vous garantir une jouissance paisible de votre propriété. Mais ça veut dire que pour ce qui est du domaine national, qui n'est pas encore immatriculé, quand vous avez besoin d'une parcelle, alors vous vous adressez à l'État, qui peut vous délivrer une concession. Mais ça veut aussi dire que lorsque l'État a des besoins, l'État peut aller dans ce domaine-là, dans le cadre d'une procédure d'incorporation. Ça veut dire que lorsqu'une collectivité territoriale décentralisée a également des besoins, elle peut solliciter de l'État soit une concession, soit une incorporation également. Ça ne veut pas dire que
l'État de façon arbitraire peut débarquer n'importe où. Il y a des procédures qui sont faites pour permettre que les collectivités et les populations locales soient associées à ce processus-là. Alors justement, parlant de ces projets-là, notamment de la concession des réserves foncières de l'État, quels sont les objectifs que l'État vise à travers ce type de projet? C'est un très important programme prescrit par le président de la République pour permettre à l'État de reconstituer son domaine, qui s'était sérieusement aménagé. On s'est rendu compte au début des années 2000 que ce domaine s'était effectivement appauvri comme une peau de chagrin. Il fallait le reconstituer pour pouvoir mettre à la disposition des investisseurs, des citoyens camerounais qui le désirent, des terrains sécurisés, aménagés à des fins d'investissement économique, culturel, social. Et passer par exemple à l'agriculture de seconde génération? Actuellement, le programme a 3 principales composantes. On a des terrains pour l'agro-industrie, on a des terrains pour les logements sociaux, on a des terrains pour les lotissements domaniaux. Alors, à quel moment les populations interviennent dans cette démarche au regard des contestations qui fusent de toutes parts, les populations qui se plaignent de ne pas être consultées avant l'action sur le terrain? Est-ce que l'État a le devoir d'informer ou alors de consulter les populations avant toute action ou après ou pendant que l'action est menée? À quel moment les populations interviennent-elles? Le processus voudrait qu'au commencement, il y ait une déclaration d'utilité publique qui permet donc précisément d'informer le public, l'opinion, de ce qu'un projet d'intérêt général va être engagé. Suite à cette déclaration d'utilité publique, on met en place une commission de constat et d'évaluation. Ça peut être au niveau du département, commission départementale, ça peut être au niveau de la région, commission régionale, ça peut être au niveau national, commission nationale de constat. Et cette commission, dans sa composition, comprend les représentants des populations locales, aussi bien les élus locaux que les autorités traditionnelles. Et cette commission est chargée, notamment, de procéder à l'identification du ou des sites, à l'expertise des biens, à l'identification des personnes impactées. Et il va sans dire que ce travail se fait avec ces populations-là, avec les membres de cette commission. À quel moment? À toutes les étapes? Dans le cadre de l'enquête, soit d'incorporation, soit d'expropriation. On va aller, lorsque l'espace borné a déjà été identifié, on va d'abord le borner. Dès qu'il a été borné, à l'intérieur de cet espace-là, toutes les cultures, toutes les maisons, toutes les mises en valeur vont faire l'objet d'identification. Les propriétaires vont également être identifiés. Ce n'est pas un travail qui se fait secrètement. Ce travail se fait par la commission de constat en public avec ces populations. Monsieur l'inspecteur général, ce qui est souvent assez surprenant, c'est que l'État, en tant que gardien de ces terres, a souvent un peu la main lourde vis-à-vis des populations. Je vais être précis avec, par exemple, les routes, les autoroutes qui appartiennent au domaine public. Mais on voit souvent des populations qui ont construit des bâtiments sur ces emprises. Et quand l'État décide de récupérer son espace, on est obligé de déguerpir ces populations, on est obligé de tout casser. La question c'est, pourquoi est-ce que l'État laisse justement qu'on empiète sur son domaine sans intervenir pour revenir après mettre les populations en difficulté? C'est une question de civisme. Il est difficile de mettre un gendarme derrière chaque citoyen camerounais. Et on compte effectivement sur les médias pour sensibiliser. Nous avons des difficultés aujourd'hui à libérer les emprises de l'autoroute Simalène-Yaoundé, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui persistent à y demeurer, alors même qu'on doit libérer ces autoroutes-là pour parachever les travaux. Le domaine public est un processus d'appropriation privée. Le domaine public a des emprises bien déterminées par la loi, dans le cadre desquelles les populations ne devraient pas s'installer. Et il est donc important que ces populations-là comprennent qu'il faille respecter ces emprises-là. Et l'autorité qui, au plan local, exerce la police, aussi bien sur le domaine privé de l'État que sur le domaine public, c'est le préfet. Voilà. Donc je pense qu'une synergie d'action devrait être mise en branle entre les autorités religieuses, administratives, pour sensibiliser les populations et faire en sorte qu'elles puissent comprendre que le bon ordre nécessite
qu'elle puisse respecter les emprises telles qu'elles sont déterminées par la loi. Alors, si on revenait sur le domaine national, monsieur l'inspecteur général, quelles sont les voies de recours dont les populations disposent en cas de contestation d'une action entreprise par l'État? D'abord, il faut partir du fait que la loi demande que vous ayez une qualité pour engager une action. Le domaine national n'est pas immatriculé. Si vous n'êtes donc pas titulaire, propriétaire d'un titre foncier, à quel titre engagez-vous une action? On a le domaine national de première catégorie, qui est supposé avoir été mis en valeur avant l'octroi de 1974 par les collectivités coutumières. La loi leur permet d'immatriculer ce domaine-là, se faire établir des titres fonciers. Mais on a le domaine national de deuxième catégorie, libre de toute occupation. Alors, à quel titre un citoyen peut décider d'engager une action pour revendiquer ce domaine national de deuxième catégorie? Donc, il faut avoir la qualité. Il faut même avoir intérêt. La loi clairement dit que c'est l'État qui administre le domaine national. Et l'État s'appuie dans cette mission-là sur les commissions consultatives. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre la répartition des rôles. Les collectivités coutumières ont un domaine qu'elles ont occupé depuis des lustres. On les encourage à immatriculer ce domaine. Alors justement, comment pouvez-vous parler de titres fonciers lorsqu'on sait que dans nos villages, ce n'est pas courant? Les démarches liées à l'établissement des titres fonciers sont pratiquement inconnues de nos différents villageois, de nos différents pays, de nos différentes familles. Les procédures ont été déconcentrées. Mais cela ne veut pas dire que dans les villages, on ne sait pas à qui appartient telle portion de terre. Les procédures ont été déconcentrées. Nous avons une délégation départementale des domaines dans nos 58 départements, avec des responsables à la disposition de ces collectivités coutumières pour leur apporter des informations. Étant moi-même chef de village, je sais effectivement comment les terrains sont délimités dans les villages. Mais vous avez soulevé la question... Alors, vous qui êtes chef de village, est-ce que vous avez établi des titres fonciers ou alors est-ce que vos sujets ont établi des titres fonciers sur les portions de terre qui leur appartiennent? À la vérité, dans nos villages tels qu'on vit, dans le cadre du droit coutumier, on n'a pas vraiment besoin. Sauf que... On n'en a pas besoin, mais lorsque l'État débarque, donc, qu'est-ce qu'on fait? Sauf qu'à partir du moment où il y a une loi foncière qui existe, une loi qui a décidé que c'est le titre foncier qui est la certification officielle de la propriété immobilière, alors à partir de ce moment-là, si on veut engager une action, il faut qu'on ait un titre. Et c'est pourquoi on encourage les collectivités coutumières à faire immatriculer leurs terres. Il va être difficile d'avoir une qualité à agir tant que vous n'avez pas de titre. D'un point de vue juridique, c'est assez difficile. Le domaine national est administré par l'État, vous n'avez aucun titre. En vertu de quoi? Si vous avez une mise en valeur, vous avez une maison, vous avez des cultures, oui, vous pouvez revendiquer. S'il y a une procédure, vous avez le droit d'être indemnisé. Mais partant de rien, il va être difficile que vous puissiez vous préparer d'un titre pour engager une action en justice concernant le domaine national. C'est pour ça que nous encourageons. La loi est très claire. Hein? La loi a donné la possibilité aux collectivités coutumières de se faire établir des titres fonciers sur le domaine qu'elles occupent et exploitent. Mais la loi dit que ces collectivités et leurs membres ont un droit de chasse et de cueillette sur le domaine national de deuxième catégorie. Autrement dit, ce domaine national-là est administré par l'État. Il faut donc solliciter de l'État les titres qui conviennent. Ça peut être un titre de concession, ça peut être une immatriculation quand on est dans le domaine national de première catégorie. La difficulté, Lucrèce, monsieur l'inspecteur général, c'est que le titre foncier que vous avancez comme étant la certification de la propriété immobilière n'est pas toujours ce document qui permet d'être sûr qu'on va garder son terrain, parce qu'il y a les doubles ventes, il y a des personnes qui se présentent avec 2 titres fonciers. Alors comment est-ce qu'on réagit dans ce cas? Il faut savoir que le titre foncier, lorsqu'il est établi convenablement dans les règles de l'art, permet effectivement de sécuriser la propriété. Mais sauf qu'il peut être aussi avantageux pour quiconque a été lésé. Imaginez que votre frère vienne immatriculer votre parcelle frauduleusement. Il faut une voie de recours. Il y a donc des recours qui sont prévus, qui peuvent permettre de procéder au retrait d'un titre foncier, à la rectification d'un titre foncier, au constat de nullité d'un titre foncier. Je dois d'ailleurs dire que lorsqu'on compare le nombre de titres fonciers établis au nombre de titres fonciers annulés,
c'est très largement à l'avantage des titres fonciers établis. Donc, on annule très peu de titres fonciers. Donc, effectivement, c'est un document qui permet de sécuriser la propriété foncière. Et nous encourageons donc, dans le système de droit positif, les collectivités coutumières, leurs membres, à immatriculer leurs terres pour les sécuriser juridiquement. Vous allez peut-être me dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais moi, je voudrais vous reposer cette question concernant les titres fonciers. Au fin fond de nos villages, est-ce qu'on a même seulement connaissance de ce document? Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de réviser la loi? Est-ce qu'il n'est pas temps de mener d'autres types d'opérations pour que les populations puissent immatriculer ces différents terrains-là? Vous avez parfaitement raison. On peut difficilement imaginer un territoire comme celui du Cameroun totalement immatriculé. Ce n'est même pas l'avantage des pouvoirs publics. Parce que vous verrez, les procédures d'expropriation coûtent très cher. Donc nous pensons... Selon certaines études, seuls 10% du territoire national est titré. Bon, il faudrait peut-être actualiser ces études parce que depuis qu'on a déconcentré les procédures en 2005, quand même, beaucoup de titres fonciers se font. Ce que je voudrais dire, c'est que les collectivités coutumières peuvent être sécurisées dans leur patrimoine foncier par d'autres voies. Lesquelles? On peut faire preuve de créativité et d'imagination. Nous sommes en procédure de réforme foncière. On peut très bien imaginer des mécanismes qui permettent de sécuriser l'espace vital de ces collectivités coutumières sans que forcément elles aient à les immatriculer, soit collectivement, soit individuellement. Sauf qu'en attendant de franchir ce cap-là, pour le moment, le titre foncier étant la certification officielle de la propriété immobilière, il est important que les collectivités qui veulent sécuriser ces terres puissent les faire immatriculer. Et maintenant, je vous propose de prendre la mesure de ces problèmes fonciers dans la vallée du Ntem, région du Sud. Et c'est dans ce zoom-in que nous propose Flavien Zobo. La concertation tenue en BAM il y a une semaine s'est voulu une tribune d'échange méthodique, paisible et efficace. Selon le délégué départemental des domaines, du cadastre et des affaires foncières, l'histoire remonte en 2012 où un arrêté déclare 5 sites de plus de 66 000 hectares de zones d'utilité publique. L'exposant poursuit en précisant que cette démarche administrative va aboutir à la signature par le Premier ministre d'un décret d'expropriation. Nous sommes en 2016. Et depuis 2019, 31 000 hectares ont été octroyés à PAC et 26 000 à Néo Industrie, 2 structures privées pour exploitation. Les autres prises de parole qui s'enchaînent sont celles des élites, du collège d'avocats fils de la localité et des chefs traditionnels. D'une même voix, tous s'accordent sur l'annulation des 10 titres fonciers au regard des insuffisances juridiques qui ont émaillé la procédure. Les populations de la vallée du Ntem ont été expropriées de leurs terres à concurrence de 66 430 mètres carrés. Et le montant de l'indemnisation, c'est 17 500 000. C'est sur la base de l'arrêté de déclaration d'utilité publique qu'on prend le décret d'expropriation. À partir du moment où il y a donc des irrégularités au niveau de l'arrêté d'utilité publique, forcément cela entraîne aussi la nullité du décret d'expropriation. Nous avons parlé, nous lui avons dit ce que nous pensons, nous avons dit toutes les frustrations qui sont les nôtres dans le but de rechercher une solution. Donc je ne peux que y croire. Pour l'autorité traditionnelle, il s'agit ni moins ni plus d'une revendication légitime. Nous voulons conserver nos terres parce que nous sommes liés à nos terres. Dieu a permis à chacun de naître quelque part. L'Intumu Mbaye, nous sommes nés dans la forêt. Et cette forêt est un élément important dans notre vie. Aucun chef traditionnel n'a été associé à ce processus du début jusqu'à la fin. Ce dossier a été géré dans le sac. Au terme des échanges riches et profonds, le numéro 1 de la vallée du Ntem va remercier les élites et les chefs traditionnels pour la discipline et le respect de l'autorité de l'État avant de conclure que les doléances seront transmises à qui de droit. La note du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières signée du 14 août 2020 suspendant les effets du contrat de bail provisoire entre l'État du Cameroun et la société Néo Industrie SA
est un signal fort d'apaisement donné par l'État au moment où le processus de décentralisation est en train d'amorcer sa vitesse de croisière. Flavien Zobos, CRTV Sud. Monsieur l'inspecteur général, on a écouté l'un des intervenants de ce reportage qui parlait de la déclaration d'utilité publique. Et selon la loi de 1987 sur l'indemnisation pour cause d'utilité publique, il est dit clairement que si après 3 ans, un projet n'est pas établi sur la portion, sur cette portion qui fait l'objet de déclaration d'utilité publique, elle devient caduque. Or, dans la vallée d'Untem, cette déclaration date de 2012, mais c'est 8 ans après que l'État veut céder cet espace. Alors, est-ce que, comme on l'a dit dans le reportage, ces populations sont fondées de parler de violation de la loi? La DUP, effectivement, selon la loi, inscrit dans une validité de 2 ans, c'est type de reconduction sur 1 an. C'est ce que la loi dit. Mais la question fondamentale est celle de savoir comment on constate la caducité de la DUP. Qui constate cette caducité? Si c'est le juge qui doit la constater, alors le juge doit être saisi. Et avant de saisir le juge, il faut un recours gracieux préalable auprès de l'administration. Est-ce que ces diligences ont été accomplies dans les délais? Il faut vérifier. On n'a pas dans la loi une sorte de caducité automatique, parce qu'il faut vérifier les conditions d'exercice de l'action publique, et il est vraiment difficile d'encadrer l'action de la personne dans le temps, surtout lorsque celle-ci est orientée vers la satisfaction, vers la préservation des règles de l'art. En général, les dossiers font l'objet d'une navette entre les autorités sur le terrain, le ministère, les services du Premier ministre, où on met en forme les projets de décret. Cela peut prendre un certain temps. Donc, mais la loi, la même loi dont vous avez parlé dans la première partie de cette émission, la même loi dit que cela ne doit pas aller au-delà de 3 ans. C'est pour ça que je dis que la DUP, on doit pouvoir constater sa caducité. Si c'est l'administration, c'est-à-dire que vous demandez à celui qui engage la procédure de la déclarer lui-même caduque, il ne le fera pas. Simplement, peut-être, il reprendra une autre DUP. Donc, ceux qui ont intérêt à ce qu'une DUP soit constatée en termes de caducité ont donc le devoir d'engager les procédures pour que cette caducité-là soit tout à fait constatée. C'est là la question fondamentale. Tant que vous n'arrêtez pas l'État, l'État continue. Vous savez, il y a en droit la notion d'autorité de choses décidées. Lorsque vous n'avez pas attaqué un acte qui vous fait grief, ben, cet acte devient définitif. Maintenant aussi, il y a un problème, comme je l'ai dit, de qualité. Vraiment, il y a un problème de qualité. La DUP a pour effet de stopper les mises en valeur. La DUP a pour effet de stopper les transactions. La DUP a pour effet d'interdire les permis de construire. Si on s'en tient au reportage qu'on vient de suivre, ça veut dire que ces populations déclarent qu'elles n'étaient pas au courant. Elles ont donc continué les mises en valeur. Mais seulement, celles qui n'ont pas de titre foncier ne peuvent pas considérer qu'elles sont lésées par cette DUP. Tant qu'on n'a pas un titre foncier, on ne peut pas transiger. Pour faire une transaction foncière, il faut un titre foncier, il faut un acte notarié. Et quand on n'a pas un titre foncier, on ne peut pas demander un permis de construire et l'obtenir. Il est donc important aussi que ceux qui veulent engager des actions puissent réunir les éléments qui permettent de donner de la crédibilité à cette action. Des recours ont été formulés, ils sont en train d'être examinés, mais je dis que la question de la DUP en termes de caducité pose un problème fondamental, c'est celui de l'autorité qui constate, celui de la façon dont on constate cette caducité-là. On ne peut pas la rendre automatique, on ne peut pas la rendre automatique au regard des contraintes de l'action de l'État. Monsieur l'inspecteur général, cette affaire entre, permettez que j'appelle ça cette affaire, la suspension du contrat de bail entre l'État et Néo Industrie, est-ce que vous considérez que c'est une décision qui vous fait mal au ministère des Domaines et des Affaires foncières? Mais non, nous avons l'habitude, la décision du ministre est salutaire.
Vous savez, les décisions au plan technique sont préparées par les autorités administratives et les directions techniques. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent, c'est tout à fait normal que l'on s'arrête pour procéder à des vérifications. Et effectivement, si l'inspection générale est mise à contribution, c'est dans son rôle de procéder aux évaluations, aux vérifications qui vont donc donner aux décideurs, à savoir le ministre, tous les éléments d'appréciation qui peuvent permettre qu'éventuellement il reconsidère sa décision ou il la consolide. Est-ce qu'on a mis la charrue avant le bœuf dans cette affaire? Parce que les populations, on l'a suivi dans ces reportages, n'ont pas été consultées. Et pourtant, les consultations, il y a une commission consultative qui doit être mise en place pour ce genre de transactions foncières. Et je voudrais, avant que vous ne répondiez, ajouter à la suite de Constant que sur une chaîne concurrente en mi-journée, ce dimanche, l'ancien maire d'Ambam, qui est resté à ce poste de 2013 à 2020, a dit n'avoir pas été associé au processus qui a conduit à cette concession-là. C'est des allégations, il faut vérifier tout cela. Vous savez, c'est un processus qui a démarré en 2012. Le décret a été signé le 11 août 2016. Nous sommes en 2020 là. Et on a essentiellement affaire à des procédures menées dans le domaine national de deuxième catégorie. Supposées non occupées, libres de toute occupation. Donc, il faut procéder à des vérifications. C'est quand même des accusations assez graves qui appellent qu'on s'arrête. Lorsqu'il y a eu des préoccupations de cette nature, elles portaient sur les indemnisations. Dans le cadre du projet du complexe industriel portuaire de Kribi, on s'était effectivement arrêté. On a mené une contre-expertise qui nous a permis d'assainir la situation. Donc, la décision du ministre d'arrêter le processus pour que ces vérifications se fassent effectivement salutaires. C'est quand même des accusations assez graves. Est-ce que les populations ont été consultées? Est-ce que les chefs des communautés villageoises, est-ce qu'ils ont été consultés avant? Moi, j'ai jeté un coup dans le dossier tenu par le directeur des domaines. Moi, j'ai vu des procès-verbaux de réunions de sensibilisation. Des procès-verbaux qui sont contestés. Des procès-verbaux qui sont contestés par les fils de la vallée du Thème. Il y a eu un rapport de l'enquête d'incorporation qui a été menée. Il y a eu des biens qui ont été identifiés. Il y a quelques personnes, elles sont 3, qui sont clairement identifiées dans le décret comme devant bénéficier des indemnités. Voilà la réalité au plan de la procédure formelle. Mais maintenant, à partir du moment où il y a ces préoccupations-là, il faut procéder à des vérifications. Oui, seules ces vérifications-là vont permettre d'établir la vérité. Mais c'est quand même des procédures qui ont démarré en 2012. Maintenant, un décret est signé en 2012. Est-ce que les personnes ont continué à occuper le terrain en ne sachant pas que ce terrain est déjà incorporé au domaine privé de l'État? Tout ça est possible. Ça demande des vérifications. Et toujours sur une chaîne concurrente, on a bien vu des populations qui montraient ces bornes qui ont été parfois implantées dans leur village et qui ont reçu la nouvelle selon laquelle elles ne peuvent plus avoir accès, ces populations ne peuvent plus avoir accès à leurs champs, par exemple. S'il y a des bornes, ça veut donc quand même dire qu'il y a eu un processus. Et puis, comment peut-on voir des bornes? On ne se rapproche pas de l'autorité administrative pour s'enquérir de la situation. Je pense qu'il faut éviter... Vous pensez que ces populations sont de mauvaise foi? Non du tout. Je dis simplement qu'il faut vérifier. Il faut vérifier. On sait que la terre c'est un outil de production, monsieur l'inspecteur général. Comment est-ce qu'au sein de votre département ministériel, vous essayez de concilier l'exigence pour les populations riveraines de jouir de leur terre et l'exigence d'industrialisation qu'a opté le gouvernement? Comment est-ce que vous essayez de concilier ces deux aspects? L'exigence pour les populations de jouir de leur terre et l'industrialisation qui a une exigence pour l'émergence du Cameroun. À la vérité, qu'est-ce qui est préférable? Que ces terrains-là restent dans le domaine national et que les spéculateurs fonciers s'en accaparent, ou que ces terrains soient sécurisés comme en ce moment dans le domaine privé de l'État? C'est peut-être la procédure d'attribution à un investisseur qui fait problème aujourd'hui. Mais j'ai véritablement le sentiment qu'une fois que ces terrains sont sécurisés dans le domaine privé de l'État, c'est même tout à l'avantage de ces populations. Elles peuvent demander à l'État ce terrain. L'État va leur faire des attributions. J'ai tendance à penser que la situation actuelle est plutôt favorable
Parce que les terrains déjà sécurisés peuvent même être rétrocédés aux populations. Monsieur l'inspecteur dans le cadre général. des lois et règlements en vigueur. Par contre, tant que c'est dans le domaine national, je peux vous dire, c'est à la portée de tous, y compris des spéculateurs fonciers. Monsieur l'inspecteur général, concéder des terres pour des projets de grande envergure, notamment pour des projets agricoles de seconde génération, j'imagine que c'est bien, mais aller jusqu'à 65 000, 66 000 hectares, est-ce que ça ne fait pas, j'ai envie de dire, too much pour une seule localité? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mais les vérifications et l'évaluation que nous devons faire ne doivent pas simplement porter sur la vérification de la régularité de la procédure. Elles doivent questionner la pertinence du projet, notamment sa capacité à répondre à des besoins précis. Elles doivent questionner son efficience. Elles doivent questionner sa performance au plan économique, au plan social, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Effectivement, ces vérifications sont importantes pour pouvoir apporter des réponses claires et précises aux préoccupations tout à fait pertinentes que vous soulevez. Est-ce que la suspension du contrat de bail provisoire signifie que Néo Industrie ne perd pas espoir d'avoir ces superficies dans la vallée du Thème? Mais vous le dites vous-même qu'il faut concilier deux intérêts. Il faut protéger les intérêts des populations en termes de préservation de leur patrimoine foncier, c'est tout à fait légitime. Mais il faut promouvoir le développement. Quand on regarde quand même le cahier de charges, il était question d'aménager des points d'eau, réaliser des infrastructures sanitaires, scolaires, sociales et autres, mettre en place un projet à valeur ajoutée, pourvoyeur de main-d'œuvre, ainsi de suite, pourvoyeur d'emploi. Donc, je pense qu'il faut pouvoir concilier les deux. Alors, vous parlez d'emploi, monsieur l'inspecteur général, mais on a pu observer ailleurs que généralement, lorsque les populations sont ainsi expropriées, elles sont réduites dans le cas de ces projets à des tâches, à des petites tâches. C'est des ouvriers, c'est des tâcherons qui ont des salaires minables. Vous parlez de cahier de charges. Est-ce que l'État veille sur ce cahier de charges, au respect de ce cahier de charges-là? Mais il est nécessaire que ce cahier de charges soit respecté. Mais est-ce que cela se fait concrètement sur le terrain? Dans le cas d'espèce, le projet n'a même pas démarré. Il est nécessaire que ce cahier de charges soit respecté. Il est nécessaire que des précisions soient apportées. Et il est nécessaire, oui, il est tout à fait nécessaire que les populations riveraines puissent prendre part à ce projet-là et en engranger des bénéfices. Alors, pour rester dans le cadre de ce projet, justement, on le sait, la vallée du Thème est limitrophe à deux pays, le Gabon et la Guinée équatoriale. Et la terre, l'agriculture constitue le facteur de production des populations qui vivent dans la vallée du Thème. L'agriculture, facteur de production, et ensuite le commerce de la récolte comme seconde activité ou principale activité. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste lorsqu'on leur enlève, ou alors on projette de leur enlever 66 000 hectares de terre? Moi, je ne serais pas aussi alarmiste. Il s'agit des faits. Ce qui est dans le domaine il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais il s'agit des faits. Ce qui est dans le domaine privé de l'État appartient à l'État, donc à tous. Une procédure d'attribution à bail, d'ailleurs, donc d'attribution en jouissance, est contestée aujourd'hui. Les populations sont légitimes. Mais on ne peut pas être aussi alarmiste, sans se considérer que le fait d'avoir sécurisé ces 66 000 hectares dans le domaine privé de l'État, c'est priver ces populations de leur terre. Je pense que les mesures prises de suspension, de vérification, vont permettre de clarifier la situation et vont permettre de faire en sorte que chacun, au terme de ce processus-là, puisse en avoir pour son compte. Les terrains sont déjà sécurisés, c'est un avantage. À partir de là, l'État qui a le pouvoir de faire les affectations. Est-ce qu'il est par exemple envisagé ou envisageable que ces 66 000 hectares concédés soient réduits? Dans quel sens? Est-ce qu'il est possible que l'État décide, comme on l'a fait par ailleurs, décide par exemple de revenir sur la décision qu'elle avait déjà prise? Mais moi, si j'avais concernant la portion querellée. Si j'avais un conseil à donner à ces populations, c'est de tirer avantage du fait que ces terres soient déjà sécurisées dans le domaine privé de l'État. L'État peut leur attribuer ces terres. Plutôt que de les remettre dans le domaine national, ce qui ne leur donne aucune garantie. Maintenant, vous faites bien de le dire, nous sommes dans une zone frontalière.
avec toutes les dérives qu'on peut imaginer. Oui, on peut bien penser que pour ces zones frontalières d'ailleurs, je pense qu'il est à encourager que l'État sécurise le patrimoine foncier de la nation en l'incorporant dans son domaine public l'État quand cela est possible. Ça donne à l'État justement la possibilité d'exercer ses prérogatives régaliennes de gestion pour mieux contrôler la gestion de cette terre. Et le contrat avec Néo Industrie, c'était pour combien d'années? C'est un contrat de longue durée, 12 ans, ou bien alors 99, comme c'est le cas avec la Sosucam dans le centre? Je crois que si je ne m'abuse, on devait être à 35 ans renouvelable. Alors, je peux me tromper. Alors, je voudrais savoir, Monsieur l'inspecteur général, puisque nous parlons d'un projet porté par une société, Néo Industrie en l'occurrence, est-ce qu'il n'est pas possible de multiplier des exemples comme ceux de la Sodécoton dans la partie septentrionale du pays? La Sodécoton n'est pas au premier chef propriétaire de terre, mais la Sodécoton travaille avec les paysans et les paysans livrent à la Sodécoton la matière première dont elle a besoin pour produire. Est-ce qu'il n'est pas possible, dans le cas d'espèce, d'amener les populations à produire davantage, de les capaciter pour qu'elles puissent produire davantage et permettre à l'industrie qui veut s'installer ou à l'opérateur qui veut s'installer de travailler en bonne intelligence avec la population plutôt que de l'exproprier? Cet exemple est à encourager. Mais ce n'est pas le seul modèle. Normalement, si on s'en tient à la circulaire du Premier ministre sur la mise à disposition de la terre aux investisseurs, le département ministériel technique, notamment ici le MINADER, devrait avoir été sollicité pour donner son avis. Donc effectivement, c'est des questions qui doivent être examinées en amont de l'attribution. En amont de l'attribution. Parce que le ministère des Domaines procède à l'attribution. Mais ces questions techniques-là doivent faire l'objet d'études en amont de l'attribution. On va marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse. Expropriation foncière, que faut-il faire? C'est la question que Michel Renaud-Wanja a posée aux journalistes et c'est dans la rubrique Édito. A tout de suite. L'ordonnance de 1974 précise clairement les responsabilités des uns et des autres dans la gestion des espaces fonciers domaniaux. Mais avec les problèmes qui se posent aujourd'hui, je pense qu'il faut totalement changer le principe. D'abord, pour les populations rurales, il faut simplifier la question de l'obtention du titre foncier. Il va falloir associer toutes les parties prenantes, ceux qui sont expropriés, les populations autochtones, l'État et certainement les gens qui veulent mettre en valeur un certain nombre de structures. Il faut juste appliquer les textes, que ce soit au Cameroun au niveau local, que ce soit au niveau international, les questions foncières sont réglées par les lois. C'est des procédures longues, c'est des procédures coûteuses qui parfois empêchent nos populations rurales de pouvoir avoir le titre foncier. Il faut efficacement lutter contre la corruption qui gangrène les administrations en gestion de la titrisation des espaces fonciers. L'État étant globalement propriétaire des terres, il va falloir que l'État intervienne. Les populations ne doivent pas être expropriées, elles doivent être dédommagées. Que les industriels qui veulent, par exemple, développer des affaires trouvent un terrain qui puisse leur permettre de développer ces affaires. Que le petit Camerounais qui veut construire sa petite case trouve un moyen d'avoir une terre. Et tout ce qui permet à quelqu'un de dire que j'ai le terrain, c'est le titre foncier. Alors c'est à ce niveau qu'il faut qu'on ait une réforme. Constant? Monsieur l'inspecteur général, on a l'impression, avec ce qui est arrivé aussi bien dans la vallée du Ntem que dans l'Oncam, dans le littoral, on a l'impression qu'il faut toujours que les populations crient leur ras-le-bol parce qu'elles se sentent lésées dans la jouissance de leur terre. Est-ce qu'il faut qu'elles crient pour que le pouvoir public réagisse, comme cela a été le cas dans l'annulation, la suspension de ce contrat de bail provisoire avec cette société? Je me méfie des généralisations. La complexité des problèmes fonciers est telle qu'il faut les aborder au cas par cas. Dans le cas d'espèces qui nous concerne davantage, celui de la vallée du Ntem,
des procédures qui ont été conduites ont été contestées. Sur la base de ces contestations, l'autorité administrative locale, le préfet, a organisé une réunion. Il a soumis un rapport au ministre avec des suggestions. Et tirant avantage de ces recommandations, le ministre a décidé de suspendre et a engagé un processus de concertation et d'évaluation qui va permettre de déboucher sur des décisions qui vont certainement ramener définitivement la sérénité pour tout le monde. Je pense que voilà ce qu'il y a à retenir. D'autres exemples ont été gérés suivant ce modèle-là. Il faut quand même aussi dire, souvent lorsqu'on gère les procédures foncières, quelquefois c'est avec ces collectivités coutumières que les promoteurs immobiliers travaillent ou les facilitateurs. Ici, elles se plaignent, mais il arrive quelquefois aussi qu'elles soient plutôt de l'autre côté et qu'il faille les gérer comme tel. Donc, véritablement, je me méfie des généralisations. Je pense qu'il faut gérer ces situations-là au cas par cas. Alors, la décision de suspension du ministre, décidée par le ministre du domaine et du cadastre des affaires foncières, rentre un peu en droite ligne de celle prise par le Premier ministre cette semaine dans le cadre du massif forestier des Baux dans l'UNCAM sur instruction du chef de l'État. On attend la suite, on va voir ce qui va se passer du côté de la vallée d'une thème. Alors, mais la question que je voudrais vous poser avant que vous ne preniez congé, c'est comment concilier finalement les intérêts des populations locales et la sécurité des investissements ou des investisseurs dans une localité donnée. Nous devons respecter la loi. Les collectivités coutumières se sont aussi bien organisées pour engager les contestations telles qu'on les voit, mais elles peuvent également en amont s'organiser pour immatriculer leurs terres et les sécuriser, par exemple. L'État est à leur disposition pour les accompagner dans ce processus-là. Mais elles peuvent également s'organiser pour engager des projets d'investissement sur leur terre et pas seulement attendre que des personnes venues hors de la localité viennent le faire. L'État, oui, l'État encourage cela et nous sommes à leur disposition pour leur apporter les conseils et l'accompagnement qu'il faut. Mais l'État est également tenu de répondre aux besoins. Si un citoyen demande un terrain en concession, si un investisseur demande un terrain à bail, l'État est également tenu d'examiner ces différentes demandes dans leur pertinence et d'y apporter les réponses convenables. C'est entendu. Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Lutte contre le Covid-19. Quelle est l'efficacité de l'hydroxychloroquine? Question posée au ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui est en focus dans cette édition de Scène de Presse. À tout de suite. Nous avons aujourd'hui 91%, plus de 91% de cas de guérison. C'est avec ce traitement. Et ne minimisons pas cet apport du conseil scientifique qui n'a pas pris une décision comme cela. Ils ont utilisé un certain nombre de procédures, ils ont utilisé un certain nombre d'éléments, y compris l'observationnel, parce que nous avons des cliniciens parmi ces membres du conseil scientifique. Nous sommes en train d'explorer également d'autres voies aussi, mais pour le moment, c'est ce protocole qui a été validé par le conseil scientifique qui est en vigueur. L'épidémie se comporte en fonction de l'environnement d'abord, en fonction des éléments que nous retrouvons sur place, en fonction de plans de riposte et en fonction des moyens qu'on y met. Et donc aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez savoir pour le Cameroun, nous sommes parmi ceux qui ont le plus vite et le mieux maîtrisé la pandémie dans le monde. Nous avons eu quelques demandes de partage d'expérience de nos frères africains et dans le monde entier. Donc je crois que cela est important que les Camerounais le sachent. Une épidémie, c'est nos comportements également. Si on veut consolider cette place, il va falloir que nous mettions un accent sur l'observance des mesures barrières et le port systématique des masques comme l'a prescrit le président de la République.
Retour sur le plateau de scène de presse pour parler du Covid-19, mais cette fois en rapport avec le sport. Et sur le plateau avec moi, le docteur Roger Ntsankwa, PhD en psychologie du sport. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir madame. Et tout en face de vous, Samuel Billon, qui est journaliste au poste national de la CRTV. Bonsoir Samuel et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, docteur Roger Ntsankwa, dites-nous, le FC Barcelone battu 8-2 au quart de finale de la Ligue des Champions par le Bayern de Munich. C'était à Lisbonne. Je ne voudrais pas m'apitoyer sur le sport, sur le sort, pardon, des parieurs, mais je voudrais questionner avec vous cette défaite sur le plan psychologique. La veille du match, l'un des joueurs du Barça, Samuel Umtiti, est déclaré positif au Covid-19. L'annonce est faite le lendemain, 1h30 avant le début du match contre le Bayern. Est-ce que vous pensez qu'une situation comme celle-là a pu entamer le moral des joueurs, entamer le moral de l'encadrement technique et peut-être justifier cette déclotée? Merci madame. Une équipe de football et comment dirais-je, une équipe de football est un tout. On parle généralement de cohésion en matière de football. Donc une telle information peut avoir un impact aussi bien sur l'individu, c'est-à-dire sur l'athlète lui-même, qui peut céder automatiquement à un découragement. Une telle information peut avoir un impact sur la cohésion du groupe. Parce que là-dedans, on va le considérer comme un élément important qui est exclu du groupe. Et automatiquement, ça peut même avoir un impact sur le schéma tactique du jeu. Donc, n'importe comment, c'est une situation vraiment dégradable et qui a des conséquences très lourdes pour Alors, toujours en Occident, les compétitions ont repris, notamment en Europe. Les matchs se jouent à huis clos. Il n'y a presque pas eu de mercato. Comment tous ces éléments impactent les joueurs, le monde sportif en général? Oui, vous-même, vous savez, depuis que les autorités sportives ont pris la décision de suspendre momentanément les activités sportives suite à la Covid, cette situation est embarrassante pour les joueurs. C'est une décision qui a été salutaire. Salutaire, pourquoi? Vous-même, vous savez que l'activité physique induit une projection de la ventilation pulmonaire. Et cette projection entraîne un rejet des micro gouttelettes dans l'air expiré. Et automatiquement, si cet air est contaminé, si l'individu qui expire est contaminé, automatiquement les autres joueurs peuvent être contaminés. Donc, ça a été une décision très salutaire. Donc, sur le plan psychologique, les athlètes vivent une situation stressante. C'est-à-dire qu'ils sont dans un stress au regard de l'environnement sportif qui est ici incertain, qui est ici opaque. Et le stress ici a des conséquences. Nous pouvons avoir beaucoup de troubles au niveau individuel. On peut avoir des troubles cognitifs, par exemple. Nous pouvons avoir des troubles physiologiques, par exemple comme la fatigue. Par exemple. Nous pouvons avoir des troubles de comportement. Ils peuvent se livrer dans la consommation de l'alcool ou bien des stupéfiants. Ils peuvent même devenir agressifs. Nous pouvons avoir des troubles de comment dirais-je, on peut avoir des troubles sur le plan, des troubles tels que la démotivation par exemple, la démotivation, le désengagement total et puis la baisse même de l'estime de soi ou bien de la confiance en soi. Alors c'est peut-être dans cet état-là que se trouvent les sportifs camerounais, notamment les footballeurs qui doivent reprendre du service le 26 septembre. Oui, tout le monde, cette situation n'épargne personne. Cette situation n'épargne personne. Nos sportifs sont aussi victimes de cet environnement qui est automatiquement incertain.
Oui. Samuel? Alors, justement, docteur, face à cette incertitude, face à cette déception des sportifs, 5 mois quand même, on n'a pas joué. Il y a un temps libre inhabituel. Il y a le manque d'activité. Tout cela, vous savez, vous l'avez dit, peut générer de l'anxiété, peut générer la détresse psychologique, peut même engendrer une sorte de, en tout cas, des comportements de dépression. Est-ce qu'on va laisser nos joueurs repartir sur les arènes sans ce que j'appelle le débriefing psychologique, sans qu'ils puissent retrouver, on va dire, cet équilibre qu'il faut pour produire la performance? Avant de répondre à cette question, je voulais dire que cette situation de déconditionnement peut avoir un impact en début de la compétition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces athlètes qui ont passé un temps sans activité, n'est-ce pas, sur le plan physiologique, il y a eu des modifications. C'est-à-dire que l'augmentation de la masse grasse, par exemple, ils ont plus du poids. Il y a par exemple la diminution du VO2 max, c'est-à-dire que le volume maximal aérobie, par exemple. Il y a la diminution de la puissance maximale aérobie, la puissance, la PMA. Donc, il y a des conséquences sur le plan physique et physiologique. Et ces conséquences peuvent avoir un impact sur leur comportement. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent développer ce qu'on appelle ici des comportements auto-handicapants. Des comportements auto-handicapants. C'est-à-dire qu'ils protègent, ils procèdent à la protection de leur image personnelle. Vous voyez un peu, pour ne pas démontrer leur incompétence normative vis-à-vis du coach, ou bien vis-à-vis du grand public, ou bien vis-à-vis de leur famille. Vous voyez, on peut par exemple avoir des comportements comme le refus de l'aide, par exemple. Vous allez voir. On peut par exemple avoir la diminution de l'effort. Par exemple, la consommation de l'alcool avant la compétition. Vous voyez. Il y en a assez. Il y a par exemple le pessimisme défensif, où eux-mêmes ils procèdent à la diminution, c'est-à-dire de leur confiance en soi, n'est-ce pas, en mettant du doute sur leur niveau de préparation, n'est-ce pas. Il y a par exemple des stratégies dites de jambes de bois ou de procrastination, n'est-ce pas, où ils trouvent toujours des excuses, ils trouvent toujours des excuses avant le match. Vous voyez, c'est des conséquences qui peuvent arriver au début de la compétition, parce qu'ils veulent protéger leur image, préserver leur image de soi. Alors, que faire? C'est ce que Samuel demande. Pour venir à votre question, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a la diminution du stress et c'est-à-dire la promotion d'une motivation interne. D'abord, au niveau de la diminution du stress. Le stress ici peut amener le technicien, pas n'importe quel technicien, surtout le psychologue, puisqu'il s'agit de ça, le psychologue du sport a utilisé les techniques, par exemple, comme la relaxation. Par exemple, il y a la technique de la détente musculaire, par exemple. Il y a l'imagerie mentale. Il faut toujours s'imaginer des actes positifs, n'est-ce pas, sur le terrain, n'est-ce pas. Il y a la visualisation mentale, par exemple. Il faut toujours visualiser la compétition. Voilà autant d'éléments sur lesquels... des entretiens à viser. Voilà, par exemple... Entretiens de personnes à viser, une sorte de psychothérapie pour motiver. Voilà. Par exemple, j'en viens parce que là, j'étais au niveau du stress, n'est-ce pas. Maintenant, au niveau de la motivation, c'est que la bêtise à commettre ici, c'est de procéder à la motivation à régulation externe, c'est-à-dire en promettant les primes, en promettant de l'argent, n'est-ce pas? Ça, c'est une erreur très grave. Parce qu'il faut amener les athlètes à jouer par simple plaisir, vous voyez. Donc, il faut procéder à la motivation par régulation interne. Et il y a beaucoup de techniques, n'est-ce pas? Par exemple, comment dirais-je, la persuasion sociale. C'est-à-dire quoi, la persuasion sociale? C'est-à-dire qu'il faut les amener à comprendre que malgré la trêve, n'est-ce pas, ils sont capables de gagner une compétition. C'est ça. Il y a, par exemple, la stimulation des éléments mentaux supérieurs, comme par exemple la concentration, l'agressivité, par exemple.
la concentration, l'agressivité, la vigilance, par exemple. Il faut les stimuler. Il faut également agir sur l'estime de soi ou bien la confiance en soi. Oui. Et vous savez que ces deux éléments, n'est-ce pas, dans certains cieux, comme en France, ce sont des objectifs pédagogiques bien précis qui sont même introduits dès l'école primaire. Parce que, selon une étude menée par un Américain, il y a une corrélation bien établie entre l'estime de soi, bien la confiance en soi, et la résilience. Bon, alors, votre premier développement suscite des questions. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'avant la reprise, vous qui êtes spécialiste du domaine, est-ce que vous ne conseillez pas aux équipes, aux clubs, de faire ce qu'on peut appeler avoir des profils de joueurs, savoir qui est de profil anxieux, qui est de profil dépressif. On sait qu'il y aura une peur, une peur panique, oui, qui peut s'assimiler à la phobie, qui elle est pathologique, parce qu'on peut imaginer voir le virus un peu partout, oui, et du coup on sait que le contact avec un adversaire, on peut contaminer ce virus. Justement, le cas du match de tout à l'heure, oui, avec le FC Barcelone, est-ce qu'il n'y a pas ce travail préalable à faire? Oui, effectivement, il y a une situation, surtout dans notre contexte, vraiment, le psychologue du sport est rare. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui jouent parfois le rôle de psychologue. Je vois, on prend par exemple un ancien joueur pour jouer le rôle de psychologue, on prend n'importe qui. Mais c'est difficile parce qu'il faut appliquer les techniques adaptées à ce genre de situation. Donc, à mon niveau, si moi j'étais auprès d'une équipe, n'est-ce pas, je procéderais d'abord par... il ne faut pas oublier que généralement, il y a ce qu'on appelle les tests mentaux. Il faut procéder par les tests mentaux. Il faut évaluer, n'est-ce pas, chaque joueur en début de saison. Vous allez par exemple voir le questionnaire de motivation sportive. Il y a par exemple le test de figure embrouillée, par exemple. Il y a beaucoup de tests. Les questions de gestion des émotions. Voilà, par exemple. Moi, je voudrais savoir, c'est trop technique, je voudrais savoir, docteur, si vous êtes en situation auprès d'un athlète, par exemple, qui était déjà qualifié pour une compétition et qui, du fait du Covid-19, n'est plus sûr de participer à cette compétition, soit parce qu'elle a été annulée, soit parce qu'elle a été reportée, qu'il faut repasser par les qualifs, par exemple. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous faites de lui? Je l'ai dit tantôt, il y a des éléments de la motivation. J'ai dit motivation interne. Il faut lui redonner envie, il faut lui redonner confiance en soi. Une confiance en soi. J'ai parlé de la confiance en soi tout à l'heure. Donc il y a des techniques qui peuvent vous amener, qui peuvent l'amener d'un état de déconditionnement à un état de veille psychologique. Vous voyez un peu. Donc il y a des techniques appropriées. Alors, si nous n'avons pas suffisamment d'experts, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan B? On se débrouille. On va marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Franck et Vina dans la revue de presse. Vina, que nous allons retrouver dans quelques instants. Du sang neuf dans le corps de la magistrature. Cameroun Tribune révèle qu'en présidant cette semaine les travaux du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État a salué l'intégration inédite des auditeurs de justice de la section Common Law récemment créée à l'ENAM. Intense activité au Palais de l'Unité durant ces assises qui ont donné l'occasion au quotidien bilingue national d'interroger le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur la crédibilité et l'indépendance de la justice camerounaise. 3 ans qu'on attendait cette concertation de haut lieu. Pour expression économique, le chef de l'État a ressuscité cette instance. Comme acte majeur noté par cet hebdomadaire à la fin des travaux, outre l'intégration de nouveaux auditeurs de justice, il y avait des récompenses pour les magistrats méritants, mais aussi des sanctions pour les indélicats.
Indignation face à la montée des actes de barbarie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour le journal Le Jour, la vidéo d'une violence sauvage montrant une dame de 36 ans décapitée par des terroristes sécessionnistes à Mouyouka s'inscrit dans le registre de l'horreur. Plus question de rester tranquille devant l'ensauvagement, il faut tout faire pour mettre fin à cette crise. Dans les colonnes du quotidien bleu, condamnation tous azimuts, hommes de Dieu, acteurs de la société civile, experts en sécurité, hommes politiques. Les Camerounais qui sont ainsi vent debout contre la barbarie dénoncent une violation criarde des droits de l'homme d'après mutation, pendant que le gouvernement appelle les forces de sécurité et de défense à poursuivre leur mission et les pays amis à aider à neutraliser les sécessionnistes. Anissé Kane, président du Manidem, confie d'ailleurs au quotidien de la rue de l'aéroport que cette montée de la barbarie chez les orgues terroristes en bas est l'expression d'un réel désespoir sur le front de la guerre face à l'armée républicaine, au moment où la situation se normalise progressivement, avec notamment la reprise des activités politiques et économiques, ainsi que le retour de nombreux exilés internes et externes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans sa parution de cette semaine, Signature s'intéresse à un sujet moins grave, mais préoccupant quand même. Les dérives médiatiques autour de la gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Dans le journal de Pierre Lebon et Langa, les dérapages d'une certaine presse, malgré la transparence dont fait preuve le gouvernement dans l'utilisation des ressources allouées aux administrations impliquées. Dans ce lot de rumeurs et de fakes, Signature regrette encore plus l'entrée en scène des réseaux sociaux et leurs mensonges planétaires. La revue de presse était sur la scène. Retour sur le plateau de scène de presse. Alors, docteur, vous avez parlé tout à l'heure des éléments de motivation. Vous avez dit qu'il valait mieux avoir des motivations internes et exclure notamment des motivations qui portent sur l'argent, qui portent sur les primes. Mais lorsqu'on est dans le contexte camerounais où généralement ces joueurs vivent dans des situations de pauvreté, on va le dire, de salaire minable, est-ce que les promesses d'un mieux-être, est-ce que les promesses de primes ne peuvent pas contribuer à les galvaniser, à leur redonner envie de jouer, de repartir sur les pelouses pour ce qui est du football, par exemple? Oui, merci. Je vous ai dit tantôt que l'argent ne résout pas le problème. Les primes ne peuvent pas résoudre le problème dans ce contexte. Parce que, pour mieux comprendre ça, je vais vous prendre un exemple d'un psychologue américain qui, à la retraite, se reposait et les enfants avaient l'habitude de venir jouer au ballon à côté de sa maison. Vous voyez, chaque fois quand il sortait, au lieu de les chasser, il dit aux enfants, mes enfants, revenez demain, je vais vous donner chacun $5. Les enfants reviennent, il leur donne $5. Le lendemain matin, il promet encore $4, après $2, après $1. Au finish, les enfants sont partis. Vous savez pourquoi? Non. Voilà. Il a réussi à transformer une activité à régulation interne en une activité à régulation externe. C'est-à-dire quoi? Il a instrumentalisé l'activité. Au départ, les enfants venaient jouer par simple plaisir de jouer, mais au moment où on a mis de l'argent devant, ils se sont démotivés. Comprenez un peu ça. Donc l'argent ne peut pas résoudre le problème dans ce contexte. Un environnement sportif incertain, on ne peut pas multiplier les primes ou bien multiplier, je ne sais pas, les salaires pour motiver les athlètes, quel que soit le contexte. En tout cas, nous sommes dans le sport business et cela s'accompagne d'argent. Qui offre le plus aura les meilleurs joueurs et son équipe va gagner. Mais au moment où on fixe le cap, c'est connu, reprise du championnat au plan local le 26 septembre. Les équipes vont reprendre les entraînements dans les prochains jours. À quel moment on met un accent sur la préparation psychologique, sur le volet psychologique? Après la préparation, sur le volet sportif, la préparation physique générale, la tactique, c'est à quel moment se situe l'aspect psychologique? Le travail du psychologue est permanent. Le travail du psychologue est permanent. En début, par exemple, il peut procéder à l'évaluation, par exemple les tests mentaux, comme je disais tantôt, mais son rôle auprès de l'équipe, c'est l'accompagnement psychologique, n'est-ce pas? Le coaching mental, comme on dit souvent. Il peut intervenir au niveau de la cohésion du groupe, c'est-à-dire les relations entraîneur-entraîné, relations
entre les coéquipiers. Donc c'est une action salutaire. De tous les jours. De tous les jours. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que la psychologie du sport est une panacée au niveau de la performance. Ou alors c'est la psychologie du sport, c'est un savoir encyclopédique. Non. Mais le rôle du psychologue auprès d'une équipe est primordial et ça existe partout. Notamment dans cette période où nous traversons une crise sanitaire. Oui, justement. Et maintenant, retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Hello Lucrèce, hello to your guests. Greetings to everybody. We begin with the Guardian Post. After butchering of woman in Muyuka, another video surfaces with suspected Amba fighters pressing victim head with axe. Widespread condemnation as soldiers spotted in another video brutally killing man, mutilation corpses. Et Cameroun Tribune rapporte l'indignation des pays amis après la réaction du gouvernement suite au meurtre cruel de 2 jeunes femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, à travers leurs représentations diplomatiques, dénoncent ces attaques sauvages dirigées contre des populations civiles. En plus clair, pages 2 et 3. Toujours dans les colonnes de Cameroun Tribune, Secondary Education Holiday Classes Prohibited, the decision taken last Friday, August 14, 2020 by Secondary Education Minister Prof. Nalova Lyonga goes in line with government barrier measures against the COVID-19 pandemic, page 16 to 17. Défi actuel s'intéresse à la monnaie, CEMAC, les préalables à la réforme du franc CFA, le pilotage de la réforme du franc CFA par les dirigeants de la sous-région, à l'exclusion de la France, la réduction du nombre de communautés régionales, la définition des critères rigoureux de gestion budgétaire sont autant de conditions à remplir pour renforcer pour une réforme réussie du franc CFA dans l'intérêt des peuples. C'est à lire en page 3. Intégration dénonce. Commission de la CEMAC, Jeune Afrique dans le complot, sous la plume de Mathieu Olivier, un article du magazine panafricain publié le 9 août dernier jette l'opprobre sur la gouvernance au sein de l'institution communautaire. L'affaire en détail en page 3. Éco Matin, à propos de la suspension de l'extension de l'APE, le Cameroun a-t-il respecté la procédure? Interrogation. En fait, des responsables de l'Union européenne assurent que non. La partie camerounaise dit pourtant avoir agi en conformité avec les dispositions de l'accord qui régissent ses relations commerciales avec la communauté européenne depuis 2016. Les extraits de cet accord dans les colonnes d'Éco Matin. Ladies News, Management of Public Assets, Rose Mbaacha reassures, Minister Delegate for Presidency in charge of the Supreme State Audit, has for a couple of weeks significantly contributed in facilitating training workshop aimed at the protection and efficient management of state assets in different institutions. Et Lucrèce en parlait tout à l'heure en première une. Le débat se poursuit dans les colonnes de Mutation, Vallée d'une Thème, Terre d'orgueil, suite à l'opposition des populations locales. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières suspend jusqu'à nouvel ordre jusqu'à nouvel avis les effets du contrat de bail entre l'État du Cameroun et la société Neo Industry. Le gouvernement exige un consensus préalable avec les riverains. And then the newcomer, l'entrepreneur, COVID-19, the agony of Cameroon's tourism of spotlight over the past 10 years. Cameroon registered a mass influx of tourists into the country from 500,000 in 2010 to 1.1 million in 2019 as a result of COVID-19. That hit the country in March 2020. These results have dropped drastically by 100%, tourist operator revealed. Et le bimensuel économique bilingue au service de l'entreprise de Tria Swebou Lebo a retrouvé dès ce lundi en kiosque. Lucrèce.
Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci messieurs d'être venus. Merci également à l'inspecteur général du ministère des Domaines qui était là et son intervieweur, notre collègue Constance. Et rediffusion de votre émission ce lundi à 21h30 sur CRTV News, canal 606. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.